www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Momar Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda. Pour vous informer, vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 21 juin 2024. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. L'un des défis majeurs pour l'Afrique, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, accéder aux plateformes de commercialisation pour participer à la lutte contre les menaces sanitaires futures. Le camp pénal de Liberté 6 a été le théâtre de violents affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires. À l'origine de ce chaos, une séance de vérification qui a dégénéré en émeute. La réaction de l'ASRED à suivre dans ce midi. Justice, la victime d'une infraction pénale peut se constituer partie civile afin que le coupable soit condamné à lui verser des dommages et intérêts. Deifatou Sissé s'est entretenu avec l'avocat Maître Elhadji Malick Diouf. Sur l'international, Somalie demande aux forces de maintien de la paix de ralentir le retrait, craignant une résurgence des islamistes. Et puis sport, Sidat Sarr à Teungueth FC décline ses ambitions africaines. Euro 2024, l'Espagne deuxième qualifiée pour les huitièmes après le pays hôte. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Seydi Hadji Libasse Mbaye assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, un événement qui marque le lancement de l'initiative accélérateur de la production des vaccins en Afrique, le début de la campagne de reconstitution des fonds de Gavi pour la période 2026-2030, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté dénommée lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le Centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. L'histoire récente de la pandémie Covid-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence évidemment de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Lors de ce forum, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a abordé les efforts du Sénégal dans la production des vaccins. Le Sénégal, parmi d'autres pays, devrait bénéficier d'un financement qui est crucial pour avancer dans la production locale de vaccins et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Mesdames, Messieurs, en consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, AVMAN, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger les points faibles du continent en matière de riposte face aux pandémies telles que le manque d'équipements et de médicaments,
mais surtout de vaccins. Nous avons vécu cela pendant la pandémie Covid-19 avec l'arrivée tardive et en nombre insuffisant des vaccins. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers s'y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. Je rappelle que cet institut existe au Sénégal depuis un siècle et qu'il a une expérience quasi centenaire dans la fabrication de vaccins. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques, et utilisera les plateformes technologiques dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique. À l'instant, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Rencontre entre les présidents Macron et Diomaye. Selon l'expert des questions régionales africaines, Pape Ibrahima Kane, c'est nécessaire vu l'histoire des relations entre le Sénégal et la France. Et ils ont quand même beaucoup de choses à se dire. Pape Ibrahima Kane au téléphone de la rédaction. Bon, réservé à la France, je pense que c'est trop dire. C'est l'agenda du président qui a fait que je se trouve aujourd'hui en France, parce que je ne pense pas que si ce n'était pas cette réunion-là sur les vaccins, qu'il se serait rendu aujourd'hui en France, parce qu'il n'a pas encore terminé ses tournées en Afrique de l'Ouest. Il lui reste le Libéria, le Togo et le Niger à visiter. Mais bon, l'occasion faisant l'opportunité, maintenant, il va profiter de cette rencontre-là pour discuter avec le président d'un des pays qui compte le plus pour le Sénégal. Les relations économiques entre le Sénégal et la France sont des relations économiques très fortes. Les relations historiques entre le Sénégal et la France ne sont plus à discuter, et donc il fallait bien qu'un jour que ces deux présidents se rencontrent et discutent de l'avenir des relations entre les deux pays, d'autant plus que dans la démarche de la nouvelle équipe présidentielle ici au Sénégal, on veut rompre les liens coloniaux qui ont existé entre le Sénégal et la France, et cela ne peut se faire qu'autour d'une table. On discute et puis on avance. Il y a plusieurs questions qui peuvent être discutées. Il y a d'abord les relations bilatérales. La France est l'un des premiers partenaires du Sénégal. Comment ces relations bilatérales vont s'organiser à l'avenir? Quels sont les domaines dans lesquels le Sénégal espère avoir le concours de la France pour faire avancer son projet de développement économique et social? Il y a la question de l'immigration qui est une question importante, et le contexte est même intéressant parce que les Français sont en campagne électorale et la question de la migration est l'un des sujets favoris du groupe qui est peut-être supposé gagner les élections. Et enfin, il y a ces questions d'ordre colonial que j'appelle le passif de l'époque coloniale. Il y a la présence des forces militaires françaises au Sénégal et il y a la question de la monnaie qui est encore adossée à l'euro et qui empêche nos pays de mieux s'organiser au plan économique.
Pape Ibrahima Kane, l'occasion faisant l'opportunité. Une rencontre qui se passe dans un contexte assez particulier. Le président Macron, au plan national, traverse quelques difficultés politiques. Il ne lui reste que le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme des endroits où les Français continuent d'avoir des relations bilatérales. Réécoutons l'expert Pape Ibrahima Kane au téléphone de la rédaction. Alors, de ce point de vue-là, cette visite va avoir une touche particulière parce que le président sénégalais va rencontrer un président français très affaibli au plan politique et qui n'est même pas sûr d'avoir une majorité le 7 juillet à la suite de l'élection législative en France. Et donc, ce contexte peut être un peu favorable pour le président Diomaye dans la mesure où il va discuter avec quelqu'un qui n'a plus pratiquement le contrôle d'un certain nombre de questions et ça va lui permettre aussi d'élargir le champ de conversation avec les autres partis politiques. Vous savez que le nouveau Front populaire français a comme dirigeant principal Mélenchon qui a déjà des rapports avec le PASTEF. Éventuellement, ces conversations pourraient être d'une grande utilité et même avec l'opposition qui est censée gagner les élections si on s'en tient au sondage, le Front National. Rappelez-vous que sa présidente était venue ici au Sénégal et avait rencontré Macky Sall. Cela veut dire que le Sénégal est en meilleure posture pour pouvoir au moins poser ses pions en attendant de voir ce qui va résulter de cette campagne électorale, surtout sur des questions aussi importantes que la question de l'immigration qui est au cœur des débats actuels, sur la question du franc CFA, la question de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest et même plus largement la question de la présence française en Afrique de l'Ouest parce que cette présence-là se rétrécit comme une peau de chagrin. Il ne reste que le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme vraiment des endroits où les Français continuent à avoir de bonnes relations avec les dirigeants. Donc, il va certainement discuter de toutes ces questions-là avec les différents acteurs de la vie politique française. Donc, l'opportunité est vraiment bonne pour les Sénégalais de vraiment faire comprendre aux différents acteurs ce que veut le Sénégal dans ses rapports futurs avec la France. L'expert des questions régionales africaines, Pape Ibrahima Kane, qui a réagi au téléphone de la rédaction. Il est 12h11, économie à présent, une économie libérale en demandant un État socialiste. Les deux sont incompatibles selon Guy Silva Jam et les solutions préconisées par les FMI ne sont que conjoncturelles. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux au Sénégal. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux au Sénégal. Ces recommandations sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ans. C'est les mêmes recommandations du FMI depuis longtemps. La subvention pour les dépenses sociales, la subvention à l'énergie et les frais de salaire des fonctionnaires. C'est essentiellement ces trois rubriques qui sont tout le temps ciblées par le FMI depuis des années. Le Sénégal, aujourd'hui, malheureusement, on va avoir une économie libérale et en demandant à avoir un État socialiste. C'est pas possible. Les deux sont incompatibles. Le problème, on ne fait que le différer. Ces solutions préconisées par le FMI ne sont que conjoncturelles. Ça ne réglera pas le problème au Sénégal. Ça ne réglera pas. On aura toujours le même problème et les mêmes recommandations si on maintient ce même cap-là. Rien ne changera en réalité. On va toujours faire la même chose. Le Sénégal va dire, OK, on va baisser des subventions, mais 1 mois après ou 2 mois après, on remet les subventions en place. Aujourd'hui, je trouve à mon humble avis que si vous regardez le budget du Sénégal, on a trop de dépenses de salaire liées aux fonctionnaires et aux parapublics. Il y en a trop. Les dépenses de fonctionnement de l'État central et de ses démembrements sont extrêmement élevées, notamment en charge de salaire et de personnel. On a trop de fonctionnaires au Sénégal. La fonction publique occupe une trop grande part du personnel actif. C'est pas productif. On a trop de membres de l'administration. C'est pas productif aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, c'est nous appuyer essentiellement sur l'entrepreneuriat privé. Développer un secteur privé extrêmement fort qui génère beaucoup de taxes, beaucoup de fiscalité interne, beaucoup de redevances, beaucoup de recettes internes. Et ça nous permettra maintenant de pouvoir faire face aux dépenses. Mais on ne peut pas avoir une économie essentiellement basée sur des administrations publiques. Et c'est ça la réalité au Sénégal. On a trop de fonctionnaires, qu'on le dise. On a près de 3 000 milliards de salaires pour les fonctionnaires. Pourquoi? On en a trop. Tous nos fonctionnaires. Aujourd'hui, tu demandes un recrutement, tout le monde veut être dans la fonction publique. Tout le monde. Que ce soit dans la presse, que ce soit dans l'économie, tout le monde veut être douanier. Même les militaires font un concours pour être militaire. Vous comprenez ça? Faire un concours pour être quelqu'un qui va en guerre, pour se faire tuer. C'est ça, en fait, le paradoxe au Sénégal.
À l'instant, le spécialiste en finance Guy Silva Cham qui affirme que les entreprises sénégalaises existent et disparaissent au gré des tenants du pouvoir. On va continuer à s'endetter pour rembourser des dettes et intérêts. Réécoutons le spécialiste en finance Guy Silva Cham. Une activité économique formelle qui génère des recettes fiscales à même maintenant d'appuyer le fonctionnement normal d'un État est quasiment reléguée au second plan. Il y a combien d'entreprises qui ont moins de 5 ans d'existence? Les entreprises existent et disparaissent au gré des tenants du pouvoir. Depuis 2000, il y a combien d'entreprises, Jean Lefebvre, existent et disparaissent au gré du pouvoir? TSE de Cheikh Hamad existe et disparaît au gré du pouvoir. Ecotra existe et disparaît au gré du pouvoir. Toutes les entreprises existent et disparaissent au gré du pouvoir. Donc ça veut dire que l'activité économique n'est pas réelle. C'est une activité économique qui est fictive. Et ça, tant qu'on ne règle pas ce problème-là, le Sénégal restera en l'état. On fera beaucoup de réformes, beaucoup de revues du FMI avec les mêmes problèmes. Il faut baisser la subvention sur l'énergie, ça ne réglera pas le problème. Ça permettra juste d'économiser quoi? 100, 200 milliards. Le service de la dette est de 450 milliards. Le service uniquement de la dette, je ne parle même pas du remboursement du principal. On vient de lever 450 milliards en eurobonds et c'est pour rembourser des eurobonds qui étaient levés il y a 5 ans. On va se continuer à s'endetter pour rembourser des dettes. On est dans ce cercle vicieux-là, qu'on ne change pas le système. Mais ces eurobonds-là ont été là effectivement pour financer le passé. Une grande partie de ces eurobonds-là servira à rembourser le service de la dette et le principal. Comme ça a été le cas il y a 5 ans, comme ça a été le cas il y a 10 ans. On s'endette pour rembourser des dettes. Non, on s'endette pour rembourser des intérêts. C'est ça le problème. On s'endette même pas pour investir ou pour on s'endette actuellement pour rembourser des dettes, pour rembourser des intérêts et pour payer des salaires. On s'endette pour ça. Maintenant, on est content quand on reçoit 450 milliards, on est content lorsqu'on reçoit 1000 milliards. Mais lorsqu'on reçoit ces milliards-là, ça ne vient pas dans l'économie, ça vient juste pour rembourser des dettes et rééchelonner une dette qui était déjà là. Il y a quelqu'un, j'ai écouté à la télé un jour quelqu'un dire, il faudrait qu'il y ait une génération qui se sacrifie afin que nos enfants ou nos petits-enfants puissent partir sur de nouvelles bases. La question est de savoir, est-ce que nous, notre génération, est prête à se sacrifier? Sinon, on va léguer à nos enfants non pas un actif, un patrimoine positif, mais on va léguer un gouffre financier dans lequel il sera difficile pour eux de s'en sortir. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, Imaboul Cheikh Imam Hassan Sissi, studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Je vous le disais en titre, les incidents survenus dans la chambre 8 du camp pénal de Liberté 6 ont défrayé la chronique. Ces malheureux événements n'ont laissé personne indifférent. Sur ce, la réaction du président de l'ASRET ne s'est fait pas entendre. Ibrahim Sall est montré au créneau pour déplorer les incidents. L'ASRET vient alerter sur la situation actuelle à la prison du camp pénal, c'est-à-dire nous lançons un appel solennel au nouveau ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, et au directeur général de l'administration pénitentiaire, M. Alain Sis. Les détenus sont entrés en contact avec l'association pour nous informer de la situation actuelle à la prison du camp pénal de Dakar. Ce qui est à l'origine de ce problème, c'est une fouille que les gardes ont effectuée à la chambre 8. Et même si les détenus acceptent la fouille parce que c'est prévu par le règlement des établissements pénitentiaires, mais la méthode employée par les agents n'a pas plu aux détenus parce qu'il y avait les repas de la fête de Tobaski, etc. dans leur chambre. Et tout ça vraiment a été balayé par les agents. Ça a rendu vraiment très mécontent certains détenus. C'est ça qui est à l'origine de ce problème. Et on nous a même informé que les caméras de surveillance ont été coupées. Des détenus sont en train de brûler des matelas. Cette situation nous inquiète. Et lorsque les détenus nous ont appelés, la première démarche à faire pour la SERF, c'était d'entrer en contact avec le directeur général des prisons, mais malheureusement sans succès. Et nous lui avons envoyé un message. Donc notre seul recours, c'était la presse pour attirer l'attention du ministre, l'attention des autorités, mais également l'attention du président de la République. La situation des prisons, elle est chaotique, elle est catastrophique. Les détenus sont des êtres humains. On doit les traiter avec respect et dignité parce que les détenus ont des droits et les droits des détenus méritent d'être respectés. L'ASRET est une association qui défend les détenus. Et vraiment, c'est une situation regrettable. Le pourquoi nous avons opté de faire ce petit communiqué pour attirer l'attention des autorités étatiques à réagir, à se rendre à la prison du camp pénal pour trouver des solutions face à ce problème avant que ça dégénère. À l'instant, le président de l'ASRED, Ibrahim Sall, qui réagissait suite aux incidents survenus dans la chambre 8 du camp pénal de Liberté 6. Journée mondiale des réfugiés organisée le 20 juin. Action pour les droits humains et Amitié ADA souhaite attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique sénégalaise sur la situation des réfugiés et demandeurs d'asile au Sénégal. Adam Mbeng, il est le président de ADA au Sénégal.
joint au téléphone par la rédaction de la radio Al-Fayda. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, Action pour les droits humains et l'amitié, ADA, MET, Mouvement pour l'éthique et MET et Miamsi Sénégal, nous avons appelé l'attention sur la situation des réfugiés, des déplacés internes et des demandeurs d'asile au Sénégal, pays qui accueille près de 15 000 réfugiés et plus d'1 millier de demandeurs d'asile. Donc, par rapport à ça, ce que nous avons fait, ça c'est les chiffres de 2023. Nous avons souligné les lacunes du système d'asile sénégalais, notamment la lenteur de la procédure de détermination du statut de réfugié et l'absence de centres d'accueil pour les plus vulnérables. Nous, c'est-à-dire les 3 organisations, à savoir ADA, METS et Miamsi Sénégal, nous avons fait des recommandations. Nous avons recommandé la mise en place de délais pour le traitement des demandeurs d'asile, la création d'une instance d'appel et la ratification de la Convention de Kampala pour mieux protéger les déplacés internes. Nous avons suggéré aussi l'adoption de ce modèle ougandais sur la prise en charge des réfugiés et les textes. Donc, nous avons appelé aussi à la sensibilisation des fonctionnaires pour reconnaître les documents des réfugiés. Parce qu'en réalité, ces documents-là ne sont pas reconnus par non seulement notre secteur privé et public aussi. Et enfin, les 3 organisations, à savoir ADA, MET et Miamsi, nous avons encouragé le gouvernement sénégalais à revoir sa législation nationale sur l'asile et les citoyens à lutter contre la spoliation des terres, la dégradation du littoral, contribuant au mouvement migratoire forcé. À l'instant, le président de ADA au Sénégal, Adam Mbeng, sur la journée du 20 juin. Nul n'est censé ignorer la loi, mais dans la pratique, l'on se rend compte que beaucoup de citoyens ignorent tout de la justice. Naïfatou Sissé s'est entretenu avec l'avocat Maître El Hadji Malick Diouf. Dans un procès, il n'est pas rare de voir une partie civile qui réclame des dommages et intérêts et qui ne sait dire face à la question du juge qui l'invite à évaluer le montant du préjudice subi. Souvent, la partie civile retourne la question au tribunal, ce qui n'est pas la bonne attitude. C'est la partie qui a introduit la demande qui doit estimer ou quantifier le montant du préjudice qu'il a subi. Et maintenant, ce montant est soumis au juge. Maintenant, c'est le juge qui apprécie. C'est pas le juge qui doit dire à la partie de se faire payer tant. Le juge doit demander à la partie qui a introduit la demande d'estimer le montant du préjudice subi. Bon, ce montant de préjudice, parce qu'il y a des dispositions dans le Code des obligations civiles et commerciales qui disent effectivement que le préjudice doit être réparé à la hauteur du dommage. Avocat à la Cour, Maître El Hadji Malick Diouf d'indiquer que bien que les 2 notions, à savoir dommages et intérêts et amende, ont des ressemblances, elles sont bien loin de signifier la même chose. L'amende, c'est une condamnation pénale qui est prise par le juge correctionnel. Donc, c'est une condamnation pénale. Alors que les dommages et intérêts, c'est une condamnation civile. Donc, voilà la différence. L'amende, une condamnation pénale. Le dommage et intérêt, c'est une condamnation civile. Donc, les dommages et intérêts, c'est le préjudice qui a été subi. Donc, les dommages et intérêts, c'est la partie demanderesse qui en bénéficie. Alors que l'amende, c'est versé en réalité pour le compte de l'État, du Trésor, etc. Donc voilà la différence qui existe. Mais les justiciables ne font pas quelquefois la différence. Nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on l'habitude de dire. Mais dans la pratique, l'on se rend compte au quotidien que les justiciables, pour la majeure partie, ne connaissent pas les rouages de la justice. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 21 juin 2024, l'info se poursuit sur la référence. Après la célébration de la fête de Tabaski, il reste 351 sujets invendus au niveau du forêt de Dialagne. Selon le président Oumar Thiam, et sur le plan sécuritaire, aucun vol et agression a été constaté. La vente s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Oumar Thiam, que je vous propose d'écouter. Après avoir fait la Tabaski, nous
combien de milliers de moutons. En ce moment où je vous parle, j'ai fait le décompte des moutons qui sont au niveau du forail. Ils sont au nombre de 351 têtes que j'ai informé à l'inspecteur départemental, à l'occurrence Dr B. Il a pris note. Je lui ai dit que les moutons restent 351 au niveau de notre forail de Djalé. La Tabaski a été satisfait. Nous sommes très bien satisfaits parce que personne n'a déclaré avoir constaté un vol ou une agression. Donc nous sommes très satisfaits. Et aussi nous remercions l'État qui a déployé d'énormes moyens et tous les engagements qui étaient pris au CDD, au gouvernement jusqu'à la mairie. Tous ceux qui avaient pris des engagements ont respecté leurs engagements. Nous les remercions. Nous remercions aussi le ministre de l'Intérieur et en passant par les commissaires qui est celui de Ndorong et du commissariat central et leurs éléments. Ils ont fait un énorme travail au niveau de notre forail depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes avec eux et ils ont fait un excellent travail. Nous les remercions au fond du cœur. Au niveau du Sénégal, je crois que les personnes ne pensent pas. Parmi les Sénégalais ou les Kaolakois, il y en a quelques-uns qui ont élevé leurs moutons et il y en a des moutons qui ont été exportés du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso. Mais tout ça, si ça reste que 350 moutons, donc on peut dire que les Sénégalais ont bien acheté les moutons. Ceux qui disent que les moutons restent, qu'ils n'ont qu'à venir constater combien de moutons étaient au niveau du forail et actuellement combien de moutons restent. Quand j'ai fait le décompte, j'ai trouvé que 350 moutons, dont j'ai communiqué avec l'inspecteur départemental Dr B. Et il a pris note. Le président Oumar Thiam qui en a profité pour revenir sur les subventions allouées par l'État du Sénégal. La situation de l'élevage qui apparaît ainsi en position paradoxale et incertaine. Réécoutons-le. Vous avez vu que les éleveurs et les éleveurs modernes ne sont pas pareils. Au niveau du Sénégal, il y en a des éleveurs qui sont des éleveurs purs et durs. Il y en a des éleveurs qui sont des éleveurs modernes. Les éleveurs modernes ne peuvent pas satisfaire les Sénégalais. Un mouton qui coûte 2 millions à 3 millions, 4 millions, il y en a plusieurs parmi nous qui ne peuvent pas les satisfaire. Donc l'élevage, c'est ceux qui sont dans les forêts, dans les villages environnants et dans les maisons. C'est ces personnes-là qui satisfont le Sénégal. Mais si c'était seulement les éleveurs modernes, plus de la moitié des Sénégalais ne vont pas fêter le tabaski parce qu'ils n'auront pas l'argent de pouvoir acheter un mouton de 250 000, 300 000, jusqu'à 1 million, jusqu'à 10 millions. Donc, il y en a quelques-uns qui ont travaillé et qui ont pris leur retraite. Ils ont leur argent. Ils commencent à faire leur élevage moderne. Mais l'élevage pur et dur, c'est ce qui se trouve dans les forêts, dans la brousse, et les éleveurs qui se trouvent dans les maisons. Mais si c'était seulement les éleveurs modernes, la moitié des Sénégalais ne vont pas fêter leur tabaski avec leur famille. Nous avons entendu le ministre passer à Missira. Missira et Kaolack, c'est pareil. Ce sont les Kaolackois qui partent à Missira pour acheter les moutons et revenir. Tout ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aident les éleveurs. Mais tout ce qu'ils pensent, ils croient que ce sont les éleveurs modernes. C'est parce que moi j'ai entendu dans les radios le président des éleveurs dire qu'il y en a des moutons. Est-ce que lui c'est un éleveur pur et dur? Un président des éleveurs qui ne passe pas dans les forails pour demander aux gens quelles sont leurs difficultés. Il se pense que seulement les éleveurs modernes. Et ça c'est vrai. Je réponds non. Il faut qu'ils passent dans les forails, qu'ils demandent leurs difficultés. Et qu'est-ce qu'il veut? Avec ça, il va communiquer avec eux. Et il va faire ce qu'il peut pour résoudre les problèmes. Mais malheureusement, moi j'entends dans les radios que le président des éleveurs communique seulement avec les éleveurs. Et tout ce qu'il finance, il les finance aux éleveurs modernes, mais pas aux ayants droit. Les ayants droit, c'est ceux qui se trouvent dans les forails. À chaque fois que tu viens dans les forails, tu les trouves à leur place. Mais au sein des gens entendu quelques-uns des banquiers dire que nous avons financé, nous n'avons pas vu ce que nous avons fait. Est-ce qu'ils ont financé les marchands de bétail? Ils ont financé que leurs amis. À l'instant, le président du forail de Djalagne, Oumar Thiam, qui a réagissé sur les 351 sujets vendus au niveau de leur forail. Le président de l'association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale maritime, Gaussou Gueye, a remis au goût du jour la polémique sur les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Il faut qu'on se prépare en interne avec l'ensemble des parties prenantes justement pour cette question de renégociation de l'accord de pêche s'il y en a. Et à mon avis, s'il y a renégociation de l'accord de pêche, il faut totalement exclure le merlu. On ne doit même pas discuter sur le merlu par rapport à ce qu'a fait l'Union européenne sur le merlu. Et maintenant, il faudrait penser comment renégocier et comment maintenant corriger justement ces manquements-là. Mais le défi principal pour l'État du Sénégal devrait être la transparence maintenant. Mais absolument, parce que le seul accord signé avec l'Union européenne par les États tiers, Mauritanie et ainsi de suite, il y a des clauses de transparence. Il n'y a que l'accord de pêche avec le Sénégal où il n'y a pas une clause de transparence. Là également, il faut l'inclure là-dedans et accentuer sur la transparence. Parce que ces problèmes que nous vivons, c'est un manque de transparence absolue. Donc il faudra veiller à ce qu'il y ait une transparence absolue. Et pourquoi pas, si ces renégociations-là vont aboutir à un accord, pourquoi ne pas faire passer l'accord par l'Assemblée nationale qui représente le peuple? Comme j'ai dit, il faudra travailler sur ces aspects-là et maintenant amener l'ensemble des parties prenantes pour travailler sur ces futures négociations. Et pourquoi pas la presse qui joue un rôle extrêmement important de relais. Actualité internationale.
12h28 à Medina Baye. La Somalie demande aux forces de maintien de la paix de ralentir le retrait, craignant une résurgence des islamistes. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le gouvernement somalien cherche à ralentir le retrait des forces de maintien de la paix africaines et met en garde contre un vide sécuritaire potentiel, selon des documents consultés par Reuters. Les pays voisins craignant que les militants d'Al-Shabaab, en pleine résurgence, ne s'emparent du pouvoir. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, une force de maintien de la paix, s'est engagée à se retirer d'ici le 31 décembre, date à laquelle une nouvelle force plus réduite devrait le remplacer. Toutefois, dans une lettre adressée le mois dernier au président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le gouvernement a demandé de reporter à septembre le retrait de la moitié des 4000 soldats qui devraient partir à la fin du mois de juin. Actualité internationale. En RDC, des affrontements ont repris hier dans la région de Kanyabayonga, dans l'Est, entre forces gouvernementales et rebelles du M23, faisant des morts et des blessés. Actualité internationale. En Guinée, 2 officiels ont été écroués après avoir déclaré que les patrons de médias très suivis ont été achetés par les militaires au pouvoir pour se montrer conciliants avec eux. C'est ce qu'a indiqué un de leurs collègues. Le président Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a ordonné la fermeture d'une partie de la frontière avec le Sénégal après des affrontements entre 2 communautés musulmanes dans ce pays voisin. L'ONG Reporters sans frontières dit craindre l'utilisation abusive au Niger d'une loi réprimant la diffusion numérique de données de nature à troubler l'ordre public qui pourrait faire emprisonner et censurer des journalistes. Dans un communiqué publié adopté en 2019, cette loi a été durcie il y a une semaine par une ordonnance du général Abdourahmane Tiani au pouvoir depuis le coup d'État en 2023. Le général a rétabli des peines de prison supprimées par le pouvoir civil en 2022 qui les avait remplacées par des amendes. Actualité internationale. Plusieurs régions de Russie ont été visées dans la nuit par des attaques de drones ukrainiens qui ont ciblé en particulier des dépôts de pétrole, faisant un mort, ont indiqué ce jeudi les autorités. L'Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de 2 ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques. Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire. Actualité internationale. Ici aux États-Unis, la Louisiane a imposé l'affichage des 10 commandements dans toutes les salles de classe de cet État conservateur du Sud. Une première qui relance le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. La proposition de loi prévoit cet affichage dans toutes les écoles publiques, de la maternelle jusqu'aux universités financées par l'État, et ce à partir de 2025. La grande organisation américaine de défense des libertés, ACLU, a aussitôt indiqué qu'elle porterait l'affaire devant la justice. Selon elle, la loi viole la séparation de l'Église et de l'État et est clairement anticonstitutionnelle. Actualité internationale. Les ravages de la canicule en Arabie Saoudite, des proches de pèlerins portés disparus pendant le Hajj ont fouillé les hôpitaux hier, redoutant le pire après la mort de plus de 900 fidèles lors de ce grand pèlerinage musulman annuel. Actualité internationale. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. – 12h32 au stade Galandou Diouf, une page sportive que nous ouvrons avec le nouveau coach de Teungueth FC Club, Silat Sarr, qui a signé 3 ans avec le club rufisquois, décline ses ambitions pour l'Afrique. Voici sa réaction. Sentiment de satisfaction parce que je pense que c'est une lourde héritage d'hériter une équipe qui vient d'être championne du Sénégal. Mais je pense que Teungueth n'a plus rien à prouver au niveau local. Du moment que quand tu regardes un peu ces 6 dernières années, je pense qu'ils ont été sacrés 2 fois. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est au moins de jouer les Ligues des Champions et d'essayer au moins de tout faire pour atteindre les matchs de poule. Parce que là aussi, c'est pas nouveau chez Teungueth. Il y a
2-3 ans, ils étaient en match de poule. Après avoir éliminé le Raja de Casablanca, je pense que c'est un challenge important et vraiment, on va tout faire pour essayer au moins d'atteindre notre objectif avec l'appui du staff technique, je pense, qui est sur place, et en l'occurrence le directeur technique qui est Badara Sarr et le manager général Badou, un grand président pour réussir cette mission. Football, toujours 48e édition de la Copa América qui a démarré hier. L'Argentine a battu le Canada 2-0. Ce soir à 0h, Pérou joue contre Chili. Euro 2024, l'Espagne valide son ticket pour les 8e de finale après avoir battu l'Italie hier sur le score de 1-0. Danemark et Angleterre ont fait match nul 1 but partout. Même score également entre Slovénie et Serbie à 13h. Slovaquie joue Ukraine, Pologne, Autriche à 16h et Pays-Bas, France à 19h. Mercato Sunu Gaindé, Moussa Seydi rejoint le Racing FC Union Luxembourg formé à Génération Foot. Pensionnaire d'Almeria, John Lopi attire les regards des clubs allemands évalués à 10 millions d'euros. Fribourg et Francfort suivent de très près le Sénégalais. Le FC Barcelone s'intéresserait à l'ailier du Real Betis Assane Diao, 21 ans, pour renforcer leur secteur offensif. Tennis pour terminer, Coupe Davis. Dans le groupe 4 Afrique, le Sénégal bat l'Angola, pays organisateur, et se qualifie en finale. 12h34, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. L'un des défis majeurs pour l'Afrique, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, accéder aux plateformes de commercialisation pour participer à la lutte contre les menaces sanitaires futures. Le camp pénal de Liberté 6 a été le théâtre de violents affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires. À l'origine de ce chaos, une séance de vérification qui a dégénéré en émeute. Vous avez suivi Ibrahim Sall, le président de l'ASRED. Justice, la victime d'une infraction pénale peut se constituer partie civile afin que le coupable soit condamné à lui verser des dommages et intérêts. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat à la cour, maître Elhadji Malick Diouf. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive. Mesdames, Messieurs, merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera en Wolof. Excellent suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.